auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur le miroir de la femme que nous ouvrons avec la poursuite des travaux à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Élevage était face aux parlementaires nigériens par rapport au vaccin prévu pour le cheptel du Niger. Nous vous invitons à présent à suivre la réaction du ministre de l'Élevage. À l'acquisition de vaccins contre la péripnéumie contagieuse et la PPR que le ministère de l'Élevage organise depuis 2011 pour faire face effectivement à ces maladies qui entament la santé et entament la productivité de notre cheptel. Je voudrais dire que sur l'acquisition de ces vaccins, il y a eu un appel d'offres international qui a été lancé conformément à la procédure. Ce processus a été arrivé jusqu'à son terme puisque après l'étude, l'examen fait par le comité d'experts, le dossier a été conformément à la procédure envoyé aux partenaires. C'est lorsque cette expertise a été envoyée que le partenaire a découvert qu'effectivement il y a eu une insuffisance, notamment la publication de l'appel d'offres international sur le site web du partenaire, en l'occurrence la Banque mondiale. Et ça, c'était un vice de procédure parce que cette insuffisance excluait certains soumissionnaires potentiels. La Banque donc a demandé au ministère d'annuler le processus parce que même s'il participe, d'abord ça excluait une partie, ensuite à terme ça ne permettrait pas de payer le soumissionnaire qui aurait été retenu. Mais il se trouvait que nous étions en pleine campagne de vaccination depuis un mois et que nous risquons d'être en retour. Et c'est pour ça que nous avons demandé à la Banque effectivement d'examiner la possibilité de doter le ministère de ces vaccins-là. Et la Banque a pris en charge à son niveau le processus suivant. Donc le ministère avait interrompu le processus et le processus a été totalement repris. Donc sur le dossier déjà, on a annulé le marché initial et la Banque a relancé le marché selon ses procédures internes, conformément à ces procédures. Et la négociation s'est passée entre l'unité du projet et la Banque jusqu'à la fin du processus. Donc je voudrais vous rappeler que cette procédure est totalement légale et elle obéit aux principes de la Banque mondiale. Jusqu'à l'approbation du marché, l'approbation a été faite par le ministère du Plan. Moi, ministre de l'Élevage, je n'ai apposé ma signature sur aucun document relatif à ce marché. Ça, c'est un. Donc, il y a d'abord, c'est tout à fait légal. Deuxièmement, les quantités, toutes les quantités de vaccins et de diluants ont été livrées. J'ai là toutes les dates. La première livraison a été faite à la signature. 2 millions de doses ont été livrées. Le second, le 28 février, 10 millions de doses de vaccins avaient été livrées. Le 7 mars, 17 millions de doses de vaccins contre la PPR ont été livrées. Le 8 mars, il y a eu une cérémonie officielle. Pour les diluants, ce sont 13 millions de diluants, de flacons de 500 mm qui ont été livrés le 28 février et la suite a été faite de 16 millions de doses le 8 mars. Donc la totalité de ces vaccins ont été livrés et ont été mis en sécurité au niveau du labo Sel. Donc ensuite, en ce qui concerne le coût, il s'agit bien de 1,218 milliard de francs CFA, le coût de cette opération. Donc je voudrais réaffirmer et de le dire de manière solennelle, que toute
toute la procédure légale a été respectée et que ça a été une procédure interne au niveau de la Banque mondiale avec l'approbation de la Banque mondiale. 2, que le montant, il s'agit bien de 1,218 milliard. 3, que toutes les livraisons, j'ai dit, ont été faites et ont été sécurisées. Donc il n'y a eu aucune irrégularité. Et je voudrais rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que s'il y avait une irrégularité, les premiers qui allaient attaquer la procédure, ce serait bien la banque, avant que ce ne soit les gens. Donc vraiment, je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale, le ministère de l'élevage n'a procédé à aucune irrégularité. Ensuite, moi, ministre de l'élevage, je n'ai apposé ma signature sur aucun des documents, y compris l'approbation que je suis censé faire, c'est le ministère du plan qui l'a fait à ma place, pour dire que puisqu'il s'agit de fonds extérieurs. Donc voilà de quoi il s'agit, et je pense que cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité vraiment de parler de ce dossier qui, à tort, ou parce que par un déficit d'information, les gens sont en train de se répandre sur les médias ou sur les réseaux sociaux pour parler d'irrégularité ou de manipulation. Il n'y a eu aucune manipulation, les choses se sont passées dans les règles de l'art et le gouvernement va continuer ses efforts pour assurer la vaccination de son cheptel et améliorer la productivité. Je vous invite à présent à suivre la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur sur la question du BTS d'État, toujours à l'Assemblée nationale. Pourquoi certains candidats au BTS ont été recalés, n'ont pas été autorisés à se présenter à l'examen du BTS d'État? La réponse est simple. Les textes du Niger disent que pour faire le BTS d'État, il faut avoir le bac ou son équivalent. Or, le DAP est un diplôme qui n'existe plus au Niger. Il y a les textes et même le ministère des enseignements professionnels qui l'a créé, on lui a demandé quelles sont les bases juridiques. Le ministère nous a répondu qu'il n'y a même pas de traces, ni aux archives nationales, ni au secrétariat général du gouvernement, ni au journal officiel, et même chez les personnes ressources du ministère. Donc il n'existe pas. Ensuite, la prétendue équivalence dont se prévalent les détenteurs de ce faux diplôme, c'est une équivalence établie par le service des équivalences d'alors de l'Université de Moumouni, qui dit que c'est administrativement équivalent à BEPC plus 3 ans. BEPC plus 3 ans, je suis désolé, ce n'est pas le bac. BEPC plus 3 ans, ce n'est pas le bac. Le bac s'appelle le bac. Les équivalences dont on parle, c'est comme dans des systèmes, c'est pour des systèmes comme le Canada ou les États-Unis, où il n'y a pas le bac comme chez nous, mais il y a ce qu'on appelle ou le cégep, ou le diplôme de fin de high school, un diplôme qui fait secondaire plus 3. Donc voilà la question. On ne peut pas autoriser des gens à faire le BTS d'État sur le bac. Si les gens l'ont fait de par le passé et que par laxisme on a regardé, nous sommes décidés à mettre de l'ordre. Tant pis pour ceux des écoles, des responsables des écoles privées qui trompent les parents, qui trompent le Niger, qui trompent les enfants en leur disant de venir déposer des dossiers sous réserve, alors qu'ils savent pertinemment que c'est faux. Nous ne pouvons pas le cautionner et nous l'arrêtons à partir d'aujourd'hui. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, ouverture ce matin au cabinet Aïcha d'un séminaire de formation en continu sur la médecine organisé par le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure. Une formation qui durera 2 jours. Pour plus de précision, je vous invite à suivre le docteur Mamoudou Salifou. Nous organisons ce séminaire dans le but de faire de la formation continue en médecine tout simplement. Et le thème avec lequel nous commençons est un thème de signal fort puisque les lombalgies, les maux de dos sont actuellement les premières affections symptômes au niveau mondial avant même les affections psychopsychiatriques. Entre 8 et 9 patients adultes sur 10 ont déjà eu mal au dos ou auront mal au dos au cours de leur vie. Parmi ce nombre-là, il va y en avoir entre 5 et 10% qui vont continuer à avoir mal de manière chronique et ça consomme énormément en termes d'économie et de relations sociales et de bien-être personnel. Il s'agit pour nous d'outiller nos collègues généralistes et autres spécialistes dans les BA bas de la prise en charge des lombalgies et lomboradicalalgies.
pour que les gens comprennent ce qu'on appelle mal de dos, ce qu'on appelle maux de rein, ce qu'on appelle sciatique. C'est de ces éléments que nous allons parler, que nous sommes en train de parler. Comment les prendre en charge lorsqu'ils sont dans un aspect relativement bénin. Outiller les médecins pour qu'ils puissent prendre en charge la majorité des maux de dos qui ne nécessitent pas un suivi serré, un tight control, un suivi tight. C'est de cela qu'il s'agit. Au-delà du mal de dos, nous allons parler également du diagnostic médical. Là, c'est un exercice à l'intersection du partage d'expériences et de la formation universitaire, puisqu'il s'agit de parler du raisonnement clinique, ce qui fait toute la fonction du médecin. C'est le raisonnement clinique, c'est le diagnostic. C'est de cela que nous allons parler et nous allons nous appesantir sur le paludisme, la fièvre typhoïde et les palpitations pour dérouler les éléments relatifs au raisonnement clinique. En somme, il s'agit sur les 2 jours de nous outiller, de partager de nos outils, de nous enrichir sur la gestion des cas de mal de dos pour que ce soit décentralisé au niveau de toute la région de Niamey et sur le diagnostic médical pour que nous allions davantage vers la pratique plus tenue de la médecine. Je vais parler du diagnostic médical qui fait même la substance de la fonction du médecin. La télévision Tambara vous propose ce 11 juin 2022 le portrait de l'ancien président de la République nigérienne, Djori Hamani. Suivez plutôt. Né le 6 juin 1916 à Soudouré, près de Niamey, Djori Hamani, fils d'un fonctionnaire de la santé publique de l'administration coloniale, entame ses études primaires dès l'âge de 7 ans sous l'encadrement de Sido Karanta. Il enchaîna ensuite avec des études à l'école primaire supérieure de Niamey de 1929 à 1930 avant d'être reçu au concours d'entrée à l'école normale fédérale de Gorée au Sénégal, plus connue sous le nom d'école normale d'instituteur William Ponty. Djori Hamani fréquenta cette école de 1931 à 1932, nouant déjà de très fortes relations d'amitié et de camaraderie avec d'autres futurs dirigeants de la région, tels que le Malien de l'ancien Soudan français, Modibo Keïta, et le Béninois Hubert Maga, qu'il a connu un an plus tôt lors de sa première année de normalien passé au Dahomey. Sorti de William Ponty avec son diplôme d'instituteur du cadre commun de l'Afrique occidentale française, AOF, Djori Hamani entama une carrière d'éducateur qui dura une dizaine d'années. Instituteur, il a servi à Filengue, à Zender et à Niamey, où il donna son nom à une école. Cette carrière le conduisit ensuite à Paris, où il fut, de 1936 à 1938, instructeur de langue Hausa et Zarma à l'Institut des études d'outre-mer. À Paris, où il intégra le milieu activiste des jeunes intellectuels africains, il apporta sa contribution à la lutte pour l'affirmation de l'identité noire et glissa, comme la plupart de ses camarades de l'époque, sur le terrain politique. Dès 1946, il fit partie des fondateurs du Parti progressiste nigérien PPN, branche du Rassemblement démocratique africain RDA. Ensuite, Djori Hamani est élu député représentant du Niger à l'Assemblée nationale française, réélu au même poste en 1956, puis désigné président du gouvernement temporaire suite au référendum de 1958. Premier ministre pendant le règne du parti unique PPN-RDA en 1959, il est coopté par l'Assemblée nationale que présidait Boubou Hama pour occuper la présidence de la Jeune République à la faveur de la proclamation de l'indépendance le 3 août 1960. Ce mercredi 3 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Parti de rien, il dota très vite le Niger d'une économie moderne tournée vers les sociétés de production. À l'extérieur aussi, Djori Hamani jouissait du respect de ses pairs d'Afrique
pour son rôle de porte-parole des affaires africaines et arbitre populaire dans les conflits impliquant d'autres nations africaines. Diori Amani est réélu à la présidence de la République à 2 reprises, en 1965 et 1970, avant d'être déchu de ses fonctions le 15 avril 1974. Diori fut emprisonné pendant 6 ans à Zender, puis maintenu en résidence surveillée à Niamey de 1980 à 1987. Nous avons répondu, mes enfants et moi-même, à son appel historique pour construire les bases sur des bases saines. À mon âge, je n'ai aucune ambition politique, mais dans la mesure où mon avis est sollicité, je donnerai volontiers mon point de vue sur certains problèmes de la nation, des problèmes mondiaux. Libéré en 1987 par Ali Saïbou, Diori s'est retrouvé à Rabat au Maroc, où la mort le surprit le 23 avril 1989. Nous démarrons la page internationale avec l'actualité au Sénégal et en Ukraine. Commençons d'abord avec le Sénégal où la population est sortie dans les rues de Dakar pour montrer leur mécontentement face à l'interdiction de Wewi Askan. Suivez plutôt ce reportage de la Radio France Internationale. Dakar au Sénégal, où plusieurs milliers de personnes ont finalement répondu hier à l'appel de la coalition d'opposition Yewi Askanoui, menée notamment par le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, coalition qui a vu sa liste nationale rejetée en vue des élections législatives le mois prochain. Les opposants contestent la décision du Conseil constitutionnel. À Dakar, le reportage de Charlotte Hydrac. Devant leurs partisans rassemblés en masse, place de la Nation, les responsables de Yewi Askanoui le martèlent. Leurs candidats participeront coûte que coûte aux élections. Pour Ousmane Sonko, cette manifestation marque le début de la campagne pour les législatives. Quand un ordre est manifestement illégal, il faut désobéir. Notre seul ennemi est Macky Sall, lance l'opposant. Macky Sall de beaucoup d'élections. Désormais, œil pour œil, dent pour dent. Les manifestants dénoncent un manque d'indépendance de la justice, un éventuel troisième mandat du chef de l'État en 2024 et mettent en cause le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, chargé de l'organisation des élections. Barthélémy Diaz, maire de Dakar, et tête de liste pour le département. Nous imposerons la cohabitation à l'Assemblée, assurent les manifestants, et cela notamment grâce à une alliance avec la coalition Wallou-Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade, affirme l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Pour les responsables de Yewi Askanoui, cette manifestation est un avertissement. De son côté, la coalition de la majorité Benno Bokk Yakaar accuse l'opposition d'attiser les tensions. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI. Parlons cette fois-ci de la situation en Ukraine où les combats se poursuivent de l'est et le sud du pays. Beaucoup de citoyens ukrainiens tentent de fuir les combats. Suivez plutôt ce reportage de la chaîne Euronews. Ils fuient l'est de l'Ukraine par centaines. Avec l'intensification des combats dans plusieurs villes clés du Donbass, ces familles sont obligées de quitter leur région. Ce train doit les conduire à Dnipro, un peu plus à l'ouest. L'armée ukrainienne, qui subit de lourdes pertes, a affirmé ce vendredi avoir frappé des positions ennemies dans la région de Kherson, en quasi-totalité sous contrôle russe. Kiev dit redouter l'organisation d'un référendum dans cette zone en vue d'une annexion par Moscou sur le modèle de la Crimée. À 70 km de là, Mykolaïev résiste malgré les bombardements. Cette ville reste l'un des rares territoires sous contrôle ukrainien permettant d'accéder à la mer Noire. C'est aussi le dernier centre urbain, avant Odessa. Ce stade, détruit par un bombardement, témoigne de la violence des combats.
Pour faire face à l'artillerie russe, l'Ukraine demande de l'aide occidentale. L'armée russe est plus puissante, ils ont beaucoup plus d'artillerie et de munitions. Pour l'instant, c'est une guerre d'artillerie et nous n'avons plus de munitions dans nos stocks. Donc l'aide de l'Europe et de l'Amérique est très très importante car nous avons juste besoin de munitions pour défendre notre pays, indique le gouverneur de la région de Mykolaïv. Dans le Donbass, la bataille de Severodonetsk continue. La prise de cette ville permettrait à la Russie de s'ouvrir la route d'une autre grande ville, Kramatorsk, étape importante pour conquérir l'intégralité du Donbass. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Monsieur, dames, merci pour votre aimable attention. Très bon week-end à tous. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.